Merci à ceux et celles qui nous rejoignent seulement maintenant, Niamey, Cotonou et Paris. Bien évidemment, vous êtes sur la holding du groupe Canal 3. C'est toujours avec beaucoup de plaisir hein, que nous tentons de satisfaire le plus grand nombre, et cela aussi à travers notamment des images d'archives comme celles que vous avez suivies à l'instant même en rapport avec le coup d'État. Hein, à la mort, on va dire, de Sékou Touré, le père des indépendances de la Guinée-Conakry, et puis aussi des incursions comme ça au sein des rédactions du groupe Canal 3, mais plus encore. Et puis il y a aussi cette autre partie hein, du magazine qui vous intéresse. Elle est en rapport avec nos entretiens aujourd'hui. C'est une aubaine, d'autant que nous recevons, comment dire, un invité de taille, hein, M. Ousmane Douka, qui est le directeur général de l'ONEX. Je rappelle que l'ONEX est l'Office national des examens et concours du supérieur, qui justement a rendu public il y a juste quelques jours en arrière les résultats globaux des examens session 2015, ceux du BTS d'État. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés de votre présence. En tout cas, Merci. merci d'être venu. Merci beaucoup. Mais voilà. Alors, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, vous avez rendu public, je l'ai dit, avec d'autres. Hein, on peut voir tout de suite en image là, hein, cette image qui s'arrête. Votre bureau au grand complet, notamment les résultats globaux de ces examens. Alors déjà, qu'est-ce qu'il faut retenir à travers tous ces résultats? Qu'est-ce que nous devons pouvoir retenir? Et ce qu'il faudrait peut-être retenir, c'est que ces résultats, dans l'ensemble, se sont passés dans de très bonnes conditions, du point de vue de l'organisation, du point de vue de l'implication des acteurs principaux. Et les résultats, comme vous l'avez vous-même dit, sont peut-être un peu meilleurs aux résultats de l'année passée. C'est dire qu'en réalité, ces résultats, de mon point de vue, reflètent une certaine objectivité. Ça reflète le niveau, de mon point de vue, réel des étudiants. Il faut s'en féliciter, surtout que, comme vous l'avez si bien remarqué, nous avons eu la chance d'avoir des résultats qui n'ont pas été entachés de fraude ou bien d'une quelconque irrégularité. Est-ce qu'on peut mettre cela, vous faites bien d'ailleurs hein, d'évoquer, cette année, c'est vrai que personne n'a évoqué des cas de fraude, etc. etc. C'est peut-être une avancée significative. Est-ce qu'on doit mettre cette avancée-là, cet état de fait sur le compte de vos actions, vous, en tant que directeur, vous et votre bureau, vous avez veillé au grain. Je crois savoir même que on vous a décerné un témoignage de satisfaction. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Bon, je dirais que ce n'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. C'est justement dans ces conditions que, à chaque fois que j'ai eu l'occasion de m'adresser à la presse, j'ai d'abord tenu à féliciter le sens du devoir des agents de l'ONEX, leur dévouement, leur sens du devoir, leur engagement dans le processus de l'organisation de cet examen-là. Il y a également les jurys, les présidents de jury notamment, leurs collaborateurs, qu'il faudrait aussi saluer, puisque nous avons remarqué la rigueur et la compétence qui ont caractérisé effectivement la gestion de ces jurys-là. Il y a, pour finir peut-être, les étudiants, il ne faut pas oublier cette frange importante, qui se sont comportés vraiment de manière appréciable, de manière à ce que ces examens-là se passent dans les conditions souhaitées par les plus hautes autorités qui n'ont pas manqué, comme il faut le rappeler aussi, de mettre à la disposition de l'ONEX tous les moyens pour pouvoir effectivement tenir ces examens-là dans de bonnes conditions. Alors, nous parlerons tout à l'heure du décalage observé entre les résultats de Niamey et ceux de Maradi. Maradi étant notamment ce centre-là qui regroupe quasiment toutes les régions de l'intérieur du pays. On verra bien pourquoi les choses sont faites comme ça, parce que on a eu quand même pas mal de questions hein, sur
on va dire, ce décalage. Certains y voient une façon, entre guillemets, d'opérer, peut-être dans le noir, on en reparlera. Mais en même temps aussi, le constat est là, à savoir que vous-même et votre équipe avez organisé ces examens dans un contexte particulier pour le Niger, avec une région comme Difa marquée par des attaques et des populations qui naturellement ont dû se délocaliser à un moment donné. Alors en pleine année scolaire, lorsqu'on est obligé de quitter sa région, sa localité, etc., forcément, cela crée un véritable déséquilibre. Et c'est dans ces conditions que vous avez la charge d'organiser ces conditions particulières, hein, d'organiser ces examens. Est-ce que, pour prendre le cas de DIFA, lorsque ces événements malheureux se sont produits, est-ce que tout de suite, cela a dû bouleverser l'ordre préétabli en ce qui concerne l'organisation? Non, apparemment, non, manifestement non. Vous savez, nous avons deux centres. Vous avez le centre de Niamey, qui était le tout premier centre, et avec le centre de Maradi qui est récent. Donc c'est dire que les candidats de la région de Difa, de la région des Anders, s'inscrivent au niveau donc, du centre de Maradi. Le centre de Maradi, comme vous le savez, est assez éloigné de Difa. Ce qui fait que nous n'avons pas tellement eu l'impact de cette insécurité-là sur l'organisation de ces examens-là. S'il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, revenir sur les résultats de Maradi, qui étaient de l'ordre de 27,78% dans leur ensemble, et contre 42,25% pour la région de Niamey, moi je pense que c'est tout simplement lié à deux éléments essentiels. Le premier, c'est que le centre de Maradi est un centre, comme je l'ai dit tout à l'heure, récent. Récent, en ce sens que ça fait la deuxième édition, s'il faut l'appeler ainsi, du BTS au niveau de Maradi. Et d'autre part, il y a eu au niveau de Maradi, il me semble, des questions liées, des difficultés liées au programme d'enseignement au niveau de cette région-là. Donc, il y a eu certains retards dans, si vous voulez, l'enseignement des programmes qui, normalement, devraient aboutir à l'examen de ce BTS-là. C'est, de mon point de vue, les deux éléments essentiels qui expliqueraient ce décalage-là entre Niamey et Maradi. D'accord. Maintenant, parlons du taux de réussite en tant que tel. Est-ce qu'on peut l'avoir? Je sais que le taux de réussite global doit tourner autour de 39%. C'est bien ça? 39%, vous êtes satisfait, monsieur le directeur? 39,84% pour être précis. Et j'aurais voulu qu'on dise, par exemple, que tous les étudiants sont admis. Mais ce qui serait impossible. Bon, on est effectivement de se rendre à l'évidence que, de notre point de vue, c'est les valeurs des étudiants, c'est comment on l'appelle, leur capacité intrinsèque, c'est leur ardeur. Ça démontre, de mon point de vue, tout simplement, le niveau des étudiants. Et comment le spécialiste que vous êtes, le directeur qui plus est, peut apprécier, je veux dire, de manière objective, un tel taux de réussite, un peu moins de 40% à l'échelle de tout le Niger? C'est une baisse de niveau? Est-ce que ça correspond aux standards internationaux? Est-ce que finalement le diplôme lui-même a un poids pour être compétitif à l'échelle internationale? Bref, comment vous l'appréciez? Absolument. Absolument, le diplôme est compétitif sur le plan international. Et s'il faut peut-être revenir en arrière, en 2014, nous avons enregistré un taux de l'ordre de 39,78%. En 2014. En 2014. En 2015, nous avons une petite amélioration qui nous a amené à 39,84%. Ce qui fait donc une progression, si j'ose dire, de 0,6%. C'est dire que par rapport à l'année 2014, en 2015, nous avons enregistré une petite amélioration. Maintenant, le taux en lui-même, les 39,84%, est-ce que c'est objectif? Est-ce que ça permet d'être compétitif au niveau des étudiants sur le plan international, sur le plan notamment du marché de l'emploi? Je dis oui. Je vais vous dire, par exemple, qu'avant même que nous ne publiions ces résultats-là, des établissements, des grosses entreprises de la place se sont déjà intéressés aux futurs détenteurs de ce BTS 2015, compte tenu effectivement
du sérieux, puisque je reviendrai peut-être là-dessus. Je dois vous dire que cette année, dans le cadre des innovations, nous avons impliqué les différents partenaires qui s'intéressent, n'est-ce pas, aux détenteurs du BTS, notamment les grandes entreprises de la place. Nous les avons impliqués effectivement dans l'organisation de ce BTS-là pour effectivement pouvoir juger de la pertinence, de la qualité, de l'amélioration qui est en train d'être faite pour que le BTS effectivement puisse être crédible, puisse être un BTS qui permette à nos étudiants d'être compétitifs sur le plan du marché, sur le plan du marché. Et en ce sens que nous avons effectivement, juste avant la fin de ces examens-là, nous avons compris que déjà les produits de cet examen 2015-là étaient déjà sollicités au niveau de certaines grandes entreprises. Alors, lorsqu'on jette un œil effectivement sur les résultats d'autres pays de la région, le Burkina Faso, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc., on se rend bien compte qu'ils sont en nette hausse de ce côté. Le Niger, jadis, a quand même été, si j'ose dire, le fleuron de l'excellence, même s'il faut peut-être relativiser en ce qui concerne la valeur des diplômes. Beaucoup d'étudiants et même beaucoup de chefs d'entreprise recherchaient des diplômes délivrés au Niger parce qu'il y avait quand même une certaine rigueur, un certain sérieux, à la différence de d'autres qui préfèrent peut-être gonfler les chiffres pour des questions que vous connaissez tout à fait. Mais alors finalement, avoir un tel taux de réussite, est-ce qu'à l'inverse, ça voudrait aussi dire que le Niger est en train de chercher à recrédibiliser davantage ses diplômes et ainsi donc redevenir leader dans la région? Mais je dirais que le Niger est déjà crédible. Ce n'est pas qu'il cherche à redéquilibriser, mais c'est même la crédibilité. Parce que la problématique du baisse de niveau scolaire touche quasiment tous les pays de la région. Ces aspects-là existent, c'est juste. Mais ce que vous avez tout à l'heure existe encore. C'est-à-dire qu'à présent, les pays de la sous-région continuent encore à solliciter ce BTS nigérien. Même cette année, nous avons enregistré des étudiants de la sous-région qui viennent de différents pays de la sous-région. C'est dire que ce BTS est encore crédible. C'est ce qui explique le fait que les pays de la sous-région comme le Bénin, le Burkina, etc., envoient chaque année des étudiants ici au Niger qui viennent passer notre BTS. Ça veut dire que c'est en tout cas un gage de crédibilité de notre point de vue. Mais la baisse de niveau, s'il faut l'appeler ainsi, je ne rentrerai pas dans les paramètres de la baisse de niveau qu'il faudrait rechercher. Moi, je pense au niveau même de la base. C'est-à-dire avant que l'étudiant ne devienne déjà en cycle de BTS, qu'est-ce qu'il était lorsqu'il était à l'école primaire? L'encadrement. Absolument. Qu'est-ce qu'il était lorsqu'il était à l'école primaire? Qu'est-ce qu'il était lorsqu'il était au collège? Qu'est-ce qu'il était lorsqu'il était à l'université? C'est à partir de cet instant-là qu'il faudrait, de mon point de vue, apprécier ce qu'il est aujourd'hui, candidat au BTS ou bien détenteur d'un BTS. Donc, la baisse de niveau, c'est peut-être un phénomène d'ensemble. C'est la conséquence d'un cursus peut-être raté? Bon, pas raté. Ou bien c'est l'un des éléments? Peut-être un des éléments, mais pas raté quand même. Mais c'est parce que quand vous parlez de raté, moi, enseignant, je n'accepterai pas qu'on dise tout de suite que c'est tout le processus qui est raté. Mais il y a des efforts à faire. Et vous avez des enfants, il faut aussi tenir compte du contexte. Vous avez, par exemple, les enfants qui sont aujourd'hui à l'école primaire ne sont pas dans les mêmes conditions psychologiques, sociologiques que nous, lorsque nous étions, par exemple, à l'école primaire. Nous avions une vision de l'école et aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont encore une vision du monde qui est fondamentalement différente de la vision que nous, on avait lorsqu'on était comme eux. Il faut tenir compte de ces aspects-là et je pense que c'est en mettant tout ça là ensemble qu'on pourrait objectivement essayer d'apprécier effectivement ce que vous êtes en train de dire. D'accord. Alors maintenant, allons pour la deuxième partie de cet entretien. Lorsqu'on est directeur de l'ONEX, bien évidemment qu'on a en charge une telle responsabilité qui, ma foi, est très lourde, tout de même, soit dit en passant, même si vous affichez une certaine sérénité, ce qui n'est pas pour nous déplaire. Mais en même temps, quelles sont les difficultés, même si ça doit peut-être heurter certaines sensibilités, quelles sont les difficultés pratiques auxquelles on peut être confronté justement dans l'organisation de tels examens? Oui, les difficultés sont de plusieurs ordres. Peut-être qu'il faudrait citer quelques-unes. Vous savez, par exemple, ce qui fait la crédibilité d'un examen, c'est d'abord cet aspect-là, le manque de fraude, qu'il n'y ait pas de fraude. Il faudrait donc, moi, lorsque je suis arrivé à la tête de l'ONEX, j'ai trouvé une tradition qui était là, mais en ce qui concerne la procédure des choix de sujets.
J'ai essayé de rencontrer tous les professeurs qui interviennent dans la proposition de ces sujets-là. J'ai échangé avec eux et ça m'a permis de comprendre qu'il y a des insuffisances qu'il faudrait tout de suite combler. Et ces insuffisances-là, c'est notamment la manière même de choisir le sujet. Vous avez par exemple, cette année, nous avons eu par exemple 27 commissions chargées de choisir le sujet. 27 commissions. 27 commissions. C'est-à-dire que ces commissions-là sont composées de professeurs intervenants au niveau de ces établissements-là et qui proposent des sujets à l'ONEX. Ces 27 commissions-là, j'étais surpris de constater que avec le nom commission, je pensais avoir affaire à tout un groupe de personnes, mais j'étais surpris de constater que la majorité de ces commissions-là étaient composées de plus de 2 personnes. Certaines commissions étaient même composées d'une seule personne. Et comment ça peut se faire? Ce n'est plus une commission. Voilà, voilà. Donc, j'ai fait cet amer constat-là et ça m'a permis de comprendre que dans ces conditions, on ne peut pas mettre des sujets à l'abri. Surtout que la plupart de ces commissions-là m'ont proposé 1 à 2 sujets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un professeur qui propose 2 sujets est certain que c'est l'un ou l'autre qui viendrait à l'examen. Mais je me dis que je ne jette pas l'anathème sur tous les professeurs, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a d'autres qui, pour des questions de notoriété ou autre, voudront bien enseigner ces 2 sujets-là dont on est sûr que c'est l'un qui viendrait au BTS. Il enseignerait ces 2 sujets-là à leurs élèves. Ce qui créerait du coup une sorte de rupture d'égalité entre les étudiants. Donc, quand j'ai constaté tout ça, là, j'ai compris que nous n'étions pas à l'abri des fraudes. Donc, ce qui fait que je me suis rabattu sur l'ancien directeur des examens, l'ingénieur BBID, qu'il faudrait saluer ici, et pour rentrer en possession de tous les sujets des années antérieures qui ont passé au BTS comme ceux qui n'ont pas passé. J'ai pris ces sujets-là avec lui, il a eu l'amabilité de les mettre à ma disposition. Parce qu'en réalité, les textes prévoient qu'il y ait une banque de données au niveau de l'ONEX en ce qui concerne les sujets. Ce qui n'était pas le cas à mon arrivée. Donc j'étais obligé de me rabattre sur ce collègue-là, qu'il faut encore saluer, et qui a bien voulu mettre à ma disposition tous les sujets. Les sujets des années antérieures proposés et non retenus. Donc les sujets qui ont déjà été retenus, les sujets qui n'avaient pas été retenus, il a mis tout ça là à ma disposition. Je me suis retrouvé seul dans mon bureau, effectivement. J'ai vu ce que les commissions de cette année m'ont proposé. Et je vous l'avoue, j'ai mis tous ces sujets-là à l'écart de cette année. Je suis rentré donc dans la base de données de cet ancien directeur-là. Et sur la base des sujets proposés aux années antérieures, les sujets qui sont passés, les sujets qui ne sont pas passés, j'ai essayé de faire par filière, par matière, des combinaisons de chacun de ces sujets. Seul, bien ça, c'est un travail de fourmi. Absolument, absolument. C'est un travail qui nous a pris pratiquement tout le mois de Ramadan. Nous étions 24 heures sur 24 au bureau. Et il fallait le faire parfois seul. Après, faire le tirage seul. Mettre les sujets seuls dans une enveloppe et puis les entasser jusqu'au jour J. Voilà comment nous avons procédé. Donc, nous sommes rentrés dans la combinaison des sujets des années antérieures, ce qui a fait que certains ont dit que ce sont des sujets de 2012 ou 2013 qui ont été proposés, encore que les textes ne nous interdisent pas cela. Nous avons bel et bien le droit de faire recours à des sujets des années antérieures, mais nous n'avons pas pris de manière intégrale ces sujets-là. Nous avons essayé de faire des sujets mixtes. Des sujets mixtes, c'est-à-dire qu'on a pris une partie, par exemple pour une épreuve donnée, on prend une partie des sujets qui ont été proposés les années antérieures, mais qui n'avaient pas passé, une partie des questions de l'année 2012, par exemple, des questions de l'année de 2013, et avec ça, on est parvenu à avoir des sujets plus ou moins originaux. Ben, décidément, quand on vous entend expliquer tout ça, franchement, on se rend bien compte que la tâche n'a pas été du tout aisée pour vous. Alors, l'un des problèmes, la plupart soulevé, on peut bien le lire, nous, lorsqu'on parcourt un peu les courriels qu'on reçoit à travers des réactions, c'est, comment dire, l'influence. Nous sommes quand même dans une société où il y a une sorte d'imbrication entre, comment dire, le responsable et certains collaborateurs, fut-il des enseignants ou même des personnes qui, peut-être d'une façon ou d'une autre, voudraient un certain nombre de faveurs. Est-ce que ça compte, ce type de relation-là, impact sur le bon déroulement de votre travail?
Oui, ben, ces relations-là, comme vous l'avez dit, nous sommes dans une société. Ça ne manque pas. Les gens ne vont pas hésiter de vous demander tel ou tel service. Mais maintenant, vous, c'est votre responsabilité qui est engagée. Vous savez ce que vous devez faire. Et nous sommes des enseignants de formation. Nous, dans notre formation, notre conscience professionnelle, c'est-à-dire notre déontologie, nous moule d'une certaine manière. Nous avons un devoir vis-à-vis de la société. Nous avons l'obligation d'être objectif, d'être juste, de tenter d'être juste, parce que seul Dieu est totalement juste. Ouais. De tenter d'être juste. Maintenant, si vous dites que vous allez favoriser X ou Y, ça veut dire que vous ouvrez la porte à la catastrophe qu'on ne veut pas. C'est à vous de savoir, en votre âme et conscience, en votre fort intérieur, est-ce qu'en agissant comme ça, vous aidez le pays? Est-ce qu'en agissant comme ça, vous créez les conditions de l'amélioration de la qualité de l'enseignement au Niger? Voilà les questions, entre autres, que l'éducateur, le formateur ou l'enseignant doit se poser pour entrer dans ces choses-là. Lorsque maintenant, votre conscience professionnelle, de mon point de vue, est en deçà de ce qu'elle devrait être, c'est naturel que vous soyez dans ces cas de figure-là. Mais lorsque vous savez que ce que vous êtes en train de faire, c'est sacerdoce, n'est-ce pas? Cette mission à vous assignée par la société, donc c'est une question de confiance, c'est une question de comment on l'appelle, de confiance totale, s'il faut l'appeler comme ça. Eh bien, je me dis que le choix est clair. Le choix est clair. Alors, lorsqu'il y a résultat, lorsque les examens se déroulent très bien, évidemment, là, nous parlons du BTS d'État, à l'occurrence, hein, et c'est vrai que ce satisfecit-là est d'abord mis à l'actif du gouvernement, de votre ministère de tutelle. C'est les chiffres qu'on brandit. On dit, entre guillemets, on se gargarise hein, de la bonne tenue hein, de ces examens sans forcément connaître toutes les difficultés que vous nous faites partager. D'ailleurs, nous sommes un tout petit peu surpris de voir que vous affichez une certaine sérénité avec tout ce que vous nous dites là. Mais en même temps, pour parler maintenant d'avancée, qu'est-ce que le gouvernement, lui, a mis en œuvre? Quelle a été la particularité de l'organisation des examens de cette année pour que justement de tels résultats aient pu être atteints? C'est très simple. Comme d'habitude, le gouvernement s'attelle à mettre tous les moyens à la disposition des structures qui sont en charge de l'organisation de tels... Tous les moyens, c'est-à-dire quoi? Moyens financiers, moyens financiers, moyens didactiques, si vous voulez. En tout cas, tout ce qu'il faut pour une bonne tenue des examens. C'est justement pourquoi, de mon point de vue, le gouvernement a le droit, n'est-ce pas, d'attendre des acteurs comme nous sommes, n'est-ce pas, une obligation de résultat. Parce que aucun moyen n'a été épargné. Tout ce que nous avons demandé a été mis à notre disposition. Il n'y a pas de raison que le gouvernement n'attende pas de nous des résultats qui soient en tout cas à la hauteur de ses attentes. Donc c'est les moyens le plus souvent. Et lorsque c'est des moyens financiers, techniques ou autres, une fois qu'on se réfère à l'autorité et qu'on vous met immédiatement à ces dispositions à votre moyen, je pense que vous n'avez pas le droit. Il n'y a pas eu de moyens de retard dans les paiements, des correcteurs, d'acheminement du matériel, etc. Non. Non, tout cela n'a pas été déployé. Toutes les dispositions ont été prises. Toutes les dispositions ont été prises. Vous savez, parfois, comme dans toute administration a ses règles, sa démarche. Parfois, les enseignants que nous sommes, parfois nous sommes impatients. Parfois nous sommes impatients, nous voulons tout de suite, par exemple, avant même de finir, si vous voulez, le travail pour lequel nous sommes sollicités, on a tendance parfois à demander à l'avance, vous comprenez, qu'on nous mette dans ce que nous appelons nos droits. Mais moi, je pense que c'est d'abord d'exécuter le contrat qui vous lie à votre partenaire, et à partir de la fin de ce contrat-là, vous êtes en droit de réclamer, en tout cas, vos droits. Et je pense qu'en l'espèce, cela a été respecté. En tout cas, tous ceux qui sont intervenus dans le cadre du BTS ont été mis dans leurs droits. Alors, je rappelle à toutes celles et ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, bien évidemment que M. Ousmane Douka, vous êtes le directeur général de l'ONEX, vous êtes sur ce plateau pour tenter de faire le décryptage et même analyser aussi, soit dit en passant, eh bien, les résultats globaux issus du BTS d'État, section 2015, avec un taux qui plafonne à 39,84%, donc un peu moins de 40%. Ceci m'amène à vous poser cette autre question, M. Ousmane Douka. Quand on a
un taux de réussite de moins de 40%. Évidemment, c'est un autre défi pour les échéances à venir, pour les années futures. Comment comptez-vous vous y prendre pour que justement le taux soit légèrement relevé, parce que c'est quand même ce à quoi vous devez tendre finalement. Effectivement, comme vous le dites, c'est le vœu le plus cher, c'est de constater qu'il y a à chaque fois des améliorations. Mais bon, pour vraiment répondre à votre question, en ce qui concerne la volonté de tendre vers des résultats plus peut-être importants, c'est nous avons envisagé des réformes. Je prends par exemple celui des programmes. Nous avons actuellement une commission qui est en train de réfléchir sur les programmes. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les échanges que j'ai eus avec les différents professeurs qui interviennent sur le terrain dans ce domaine-là m'ont permis de comprendre qu'il y a des insuffisances au niveau des programmes. Vous avez des programmes, par exemple, lorsque je prends un intitulé, vous prenez par exemple la filière pétrole Niger. Absolument. Quand on dit pétrole Niger, pour le profane que moi je suis, ça veut dire quoi? Ça ne veut absolument rien dire. Ça ne veut rien dire, oui, tout à fait. Peut-être que je comprendrais que ça veut dire qu'il y a un enseignement du pétrole qui est spécifique au Niger. Ça veut dire qu'il n'est pas compétitif ailleurs ou bien qu'il n'est pas opérationnel ailleurs. Et là, ça pose problème. Et là, ça pose problème. Donc, il faut revoir les intitulés. À l'intérieur, les spécialistes nous ont fait effectivement comprendre qu'il y a des aspects qui n'ont absolument rien à voir avec les normes internationales. Il faut donc créer les conditions là pour adapter nos programmes aux normes internationales. Parce que le pétrole, vous conviendrez avec moi que ce qui concerne le pétrole, en tout cas son enseignement, ça a une vocation universelle. Absolument, oui. Donc, il faudrait adapter ces programmes-là. Vous avez à l'intérieur de ces programmes-là des titres, n'est-ce pas, de cours, tout simplement. Après ce titre, c'est le titre, mais après le titre, il n'y a rien. Il faut compléter ça. Donc, nous avons créé une commission, je vous dis, qui est déjà en train de travailler pour réfléchir sur le contenu des programmes, pour améliorer les programmes, pour créer les conditions pour que ces programmes-là soient en quelque sorte uniformes, partout qu'on ait le même programme. Parce que, je suis obligé de le dire, nous avons constaté qu'il y a des endroits où les programmes ne sont pas identiques. Pourtant, les mêmes étudiants font le même BTS. Si par exemple, moi j'ai la chance d'être enseigné totalement dans le programme, d'un programme donné, et que vous, dans le même programme, vous n'avez pas eu la chance d'achever ce programme-là, il va sans dire qu'il y a forcément plus de chances pour moi d'admettre que vous. Mais qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'il n'y ait pas cette harmonisation-là? Absolument, il y a plusieurs raisons pour cela. C'est justement pour remédier à ces difficultés-là dont vous faites cas, que j'ai dit encore une fois que nous avons créé une commission qui est actuellement en train de... Alors nous parlons, elle est à pied d'œuvre. Actuellement. Elle doit rendre ses résultats quand? Bon, elle ne va pas rendre des résultats à l'ONEX. Oh, oui, d'accord. Elle apprécie et puis elle fait des propositions. Il y aura un collège de réflexion certainement. Absolument, c'est un collège de réflexion. Et ces commissions dont je parle là sont constituées d'aussi bien les agents de l'ONEX, n'est-ce pas, que les différents partenaires, à savoir les fondateurs des établissements qui interviennent dans le domaine du truc, les syndicats. Nous avons ouvert cette commission-là à tout le monde pour qu'elle est spécialiste des différentes matières. Donc, les programmes que nous sommes sur lesquels nous sommes en train de réfléchir, nous n'avons pas jusqu'ici la vocation de proposer, de mettre des programmes en œuvre, mais nous allons les soumettre à qui de droit, c'est-à-dire l'autorité de tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur, au niveau duquel, présentement, il y a une direction, n'est-ce pas, en charge effectivement de traiter des questions de ces programmes. Mais est-ce que ça peut être applicable dès la rentrée prochaine? C'est notre souhait. C'est notre souhait. Mais ce n'est pas évident. C'est notre souhait. Je ne dirais pas que ce n'est pas évident. Tout dépendra de la vitesse à laquelle les choses iront. Je pense que ça sera fait. Je pense que ça sera fait. C'est notre souhait en tout cas. Il faudrait rapidement voir ces programmes-là. Il n'y a pas que les programmes. Il n'y a pas que la commission chargée des programmes. Nous avons créé également une autre commission chargée de réfléchir sur les financements même de l'ONEX. Vous conviendrez avec moi que ça c'est intéressant. L'ONEX est actuellement totalement, si j'ose le dire, à la charge de l'État. Il faut maintenant investiguer, il faut réfléchir pour trouver des mécanismes, n'est-ce pas, qui permettraient à l'ONEX d'alléger un peu les tâches de l'État qui sont déjà multiples et variées. Et en ce sens, nous sommes en train de réfléchir effectivement dans le domaine du partenariat, pour trouver des partenaires, n'est-ce pas? Et nous avons même commencé par impliquer ces partenaires-là dans ce que nous faisons, dans l'organisation du BTS notamment, les grandes sociétés de la place, les institutions régionales et sous-régionales qui sont présentes à Niamey.
c'est d'aller vers ces partenaires-là, voir ce qu'ils peuvent nous proposer en termes d'amélioration de ce que nous sommes en train de faire, dans un premier temps, et dans un second temps, de voir ce que ces partenaires-là peuvent nous apporter en termes financiers, en termes ponctuels, pour pouvoir prendre ne serait-ce que des petits aspects, n'est-ce pas, de certains aspects sans forcément être obligé d'avoir recours à l'État. On comprend bien, malheureusement, le temps est en train de courir, M. Ousmane Douka. Alors, juste en moins de 5 minutes qu'il nous reste maintenant, hein, c'est vrai qu'on ne pourra pas faire toute la palette des révolutions que vous êtes en train de mener au sein de cette entité. Et vous faites bien d'ailleurs. Hein. Je pense que ce n'est pas le gouvernement qui sera mécontent, car quand vous dites être en train d'effectuer effectivement les démarches pour la mise en synergie d'un certain nombre de forces afin de financer, donc de faire en sorte que cette entité devienne une affaire nationale, l'État ne peut que se réjouir. Hein. L'État s'entendant, vous, moi et un peu tout le monde, mais en tout cas chapeauté en termes de responsabilité par le gouvernement. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au sorti de cet entretien? On a un peu... j'ai vraiment pas vu le temps passer, tellement tout cela semble être très intéressant. Qu'est-ce qu'il faut retenir juste en 2-3 phrases pour l'amélioration à la fois de la qualité de l'organisation des examens et bien évidemment la fierté de ces diplômes davantage. Qu'est-ce qui doit être fait juste en 2-3 phrases? Oui, en 2-3 phrases, je dirais que c'est toute une chaîne. Il faudrait revoir par exemple le mode de choix des correcteurs. Cette année, nous avons un peu innové, en ce sens que les correcteurs qui ont été retenus n'ont été prévenus que la veille. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour éviter qu'il y ait ces contacts qui permettraient de favoriser X ou Y. Donc, à ce niveau-là, il y a effectivement encore une commission, une troisième commission, qui est en train de réfléchir sur les modes de désignation des sujets, des examens et concours. Et effectivement, à ce niveau-là, il faudrait approfondir la réflexion sur le mode de choix des correcteurs. Il y a cet aspect-là, des surveillants également, n'est-ce pas? Et il y a aussi le fait que, au niveau des textes de l'ONEX, n'est-ce pas? Là aussi, également, nous avons créé une commission qui est en train de réfléchir sur les textes parce qu'il y a plusieurs interprétations. C'est d'ailleurs l'une des difficultés principales que j'ai trouvées, une interprétation parfois tendancieuse des textes qui sont pourtant clairs au niveau des décrets, notamment portant statut de l'ONEX. Maintenant, en aval, vous avez des arrêtés qui ont été pris, n'est-ce pas, dans le cadre de l'application de ces décrets-là portant statut de l'ONEX. Et nous avons constaté qu'au niveau de ces arrêtés-là, il y a des disparités, il y a des aspects qui portent à confusion. Maintenant, nous sommes en train de réfléchir pour faire en sorte que ces arrêtés-là, n'est-ce pas, qui doivent en principe être des applications de décrets portant statut de l'ONEX, soient conformes à ce décret-là. Mais notre chance... C'est tout un chantier. C'est vraiment tout un chantier. Assez rapidement, quelqu'un a dit sur ce plateau, ne pas être, non pas forcément mécontent, mais en tout cas, n'avoir pas apprécié, tout de même que le directeur de l'ONEX ait reçu pour lui seul, pour son seul compte, un témoignage de satisfaction sans l'avoir partagé avec le corps enseignant. Juste une phrase là-dessus. Voilà. Non, en ce qui concerne le témoignage de satisfaction, il faut dire que c'est d'abord l'initiative de M. le ministre de l'Enseignement supérieur. Et ce n'est pas le directeur seulement qui a reçu un témoignage de satisfaction. J'ai vu dans un journal, le témoignage de satisfaction était même remis, pas au directeur, mais à certains de ses collaborateurs. Et effectivement, c'était les principaux acteurs, n'est-ce pas, au niveau de l'ONEX. Et au niveau des établissements, les 3 premiers établissements qui sont distingués de par leur rang et les 4 étudiants, n'est-ce pas, qui se sont distingués de par leur moyenne, à savoir 3 garçons et une fille. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que ça se continue. Ça continue, peut-être que je vais vous faire la confidence. Il y a bientôt une remise de témoignages de satisfaction au président du jury et à leurs collaborateurs. C'est prévu. C'est une question de calendrier. Et donc finalement, voilà. Et chacun, en tout cas, aura pour son compte. Notre interlocuteur est un peu trop vite parti. Je voudrais dire qu'en ce qui concerne notamment le personnel de l'ONEX, je pense que ce que j'ai dit déjà les concernant, à savoir saluer, féliciter ces agents de l'ONEX là pour le sens de responsabilité, le sens du devoir, le dévouement dont ils ont fait montre leur de l'examen de ce BTS-là, je pense que c'est déjà un témoignage. Vous l'avez fait, monsieur le directeur. Et nous allons le matérialiser. D'accord, vous allez le matérialiser. Ils ont pris bonne note. Tout ce que vous avez dit, évidemment, est en boîte. Alors, nous pourrons, au besoin, vous le rappeler. Merci. Merci encore une fois d'être venu. Je voudrais,
avec votre permission, saluer la presse privée, notamment Canal. Nous avons observé en tout cas l'engouement avec lequel vous avez cherché l'information, la détermination avec laquelle vous avez voulu être objectif. C'est à saluer. Je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous êtes en train de nous forcer la main parce qu'on risque de vous décerner un autre témoignage de satisfaction. Allez, merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles, celles qui se sont succédées aussi bien à l'interne que de l'autre côté de la baie vitrée pour m'aider à vous présenter ce magazine durant toute cette semaine. Vous le savez tout à l'heure, toute la Oumma islamique va converger vers les lieux de culte. Si vous priez pour vous, priez aussi pour le Niger et pour le reste de l'Afrique. Dieu vous protège. À la semaine prochaine. Merci.